La pluie martelait les baies vitrées de mon bureau au 23e étage lorsque je sentis ses lèvres effleurer mon cou. Paige avait cette façon d'apparaître sans prévenir, comme si elle traversait les murs, apportant avec elle l'arôme d'huile et de café que je reconnaissais déjà à des mètres. Ses mains, tachées de peinture vert bleuté, glissèrent sur ma taille tandis que j'essayais de me concentrer sur le contrat devant moi. « Tu devrais être en train de travailler », murmurai-je, bien que mon corps se fût déjà rendu à sa proximité. « Et toi, tu devrais apprendre à te reposer », répondit-elle contre ma peau, laissant une traînée de baisers qui me fit oublier chaque mot du document juridique que j'avais examiné. Je pivotais dans mon fauteuil et la regardais dans les yeux. Ses yeux verts qui avaient irrompu dans ma vie organisée comme une tempête d'été, désordonnant chaque certitude que j'avais construite au cours de 35 années. Paige sourit, ce sourire espiègle qui me désarmait, et prit mon visage entre ses mains. « Je t'aime quand tu te mets au sérieux », dit-elle, et elle m'embrassa. Ce fut un baiser profond, lent, du genre qui te fait oublier ton propre nom. Ses doigts s'emmêlèrent dans mes cheveux, défaisant la coiffure impeccable qui m'avait pris 20 minutes à perfectionner ce matin-là. Peu m'importait. Rien n'importait quand j'étais ainsi, perdue en elle, dans ce moment où le temps s'arrêtait et où nous n'existions que toutes les deux. Mais cela faisait 6 mois, quand tout était plus simple, quand j'ignorais que l'amour pouvait être aussi compliqué que n'importe quel dossier juridique que j'avais traité. Si on m'avait dit il y a 1 an que je finirais amoureuse d'une artiste désorganisée qui voyait des arcs-en-ciel dans les flaques, je lui aurais ri au nez. J'étais Simone Delacroix, avocate d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Portland. Ma vie était une succession de réunions, de contrats, de litiges et de victoires calculées. Chaque minute de ma journée était planifiée avec une précision militaire. Mes tailleurs étaient impeccables, mon appartement minimaliste, mon agenda sans le moindre espace vide. Et puis arriva ce mardi d'avril qui changea tout. Ce fut une journée infernale dès l'ouverture des yeux. Mon réveil n'a pas sonné, ce qui m'a fait arriver en retard à une réunion cruciale avec un nouveau client. J'ai renversé du café sur mon chemisier préféré. Mon assistante a démissionné par email. Et pour couronner le tout, j'ai reçu un appel de ma mère me rappelant que j'avais oublié l'anniversaire de ma sœur. Encore une fois. Quand je quittais le bureau à 19 h, la pluie tombait avec cette intensité persistante si caractéristique de Portland. Pas la petite bruine agaçante habituelle, mais un rideau dense d'eau qui transformait les rues en rivières. J'ouvris mon parapluie noir et corporate tout en courant vers Powell's Books, où j'avais promis de retrouver une collègue pour discuter d'un dossier. Je regardais mon téléphone, répondant à des emails en marchant, quand cela arriva. Je ne la vis pas venir. Je ne pense pas qu'elle m'ait vue non plus. Nous nous heurtâmes au coin de la Dixième et de Burnside, et nos parapluies s'emmêlèrent d'une manière qui semblait physiquement impossible. Le mien se retourna avec un craquement dramatique. Le sien, aux couleurs vives comme un arc-en-ciel, se brisa en deux. « Merde !» exclamâmes-nous en même temps. Et alors, trempés sous l'averse torrentielle, nos regards se croisèrent, et elle éclata de rire. Ce n'était pas un rire poli ou gêné. C'était un éclat de rire authentique, de ceux qui naissent du ventre et font briller les yeux. Elle avait des taches de rousseur sur tout le visage, des cheveux roux qui s'échappèrent d'une tresse défaite, et portait une veste en jean sur ce qui semblait être 3 couches différentes de vêtements. Ses yeux verts brillaient d'une joie qui me parut totalement déconcertante au milieu de ma journée désastreuse. « C'est définitivement une mauvaise journée pour nous deux », dit-elle entre 2 rires, en désignant les restes de nos parapluies. J'aurais dû m'agacer. J'aurais dû demander ses coordonnées pour lui faire payer mon parapluie de 200 $. Mais quelque chose dans son rire était contagieux, et avant de m'en rendre compte, je souriais moi aussi. « Powell's » demanda-t-elle, en montrant la librairie à mi-pâté de maison. Je hochai la tête, encore incapable de faire confiance à ma voix. « Moi aussi, j'y vais. »« On partage l'abri de l'entrée ?» proposa-t-elle en tendant la main. « Je m'appelle Paige au fait. Paige Winters, destructrice professionnelle de parapluies. » Je pris sa main. Elle était froide à cause de la pluie, mais sa poignée était ferme. Simone Delacroix, victime de destruction de parapluies. Nous courûmes ensemble vers l'entrée de Powell's, évitant les flaques et riant comme des adolescentes. Quand nous arrivâmes sous l'auvent, nous étions complètement trempés. Mon tailleur gris était ruiné, mes cheveux dégoulinaient, et mon maquillage s'était probablement coulé de manière horrible. Mais quelque chose d'étrange se passait dans ma poitrine, quelque chose de chaud qui n'avait rien à voir avec l'échappée à la pluie. Paige s'ébroua comme un chien mouillé, m'éclaboussant encore plus, et s'excusa entre 2 rires. J'ai remarqué qu'elle avait des taches de peinture sur les mains, vert, jaune, un peu de bleu. Ses ongles étaient courts et irréguliers, comme si elle les rongeait quand elle était concentrée. « Merci de ne pas me poursuivre en justice », plaisanta-t-elle, en montrant les restes de mon parapluie que je tenais encore. « Bien qu'avec ce tailleur, je parie que tu es avocate et que tu pourrais totalement le faire. »« C'est si évident ?» demandai-je en regardant mon tenue détruite.
Un peu, admit-elle avec un sourire malicieux. Mais dans le bon sens. Tu as l'air très professionnel. Moi, en revanche, elle fit un geste vers ses vêtements éclectiques. J'ai l'air d'une étudiante en art qui s'est perdue en route vers son atelier. Tu es étudiante en art? Demandai-je, sincèrement curieuse. Artiste aquarelliste, en réalité. J'ai un atelier dans le Pearl District. Enfin, je partage un atelier avec 5 autres artistes dans un bâtiment qui devrait probablement être démoli, mais qui a la meilleure lumière naturelle de tout Portland. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de parler, avec les mains en mouvement constant, les yeux brillants d'enthousiasme. Elle était l'opposé exact des gens avec qui j'avais l'habitude de me fréquenter. Mes collègues étaient tous mesurés, calculateurs, chaque mot pesé et considéré. Paige était comme un feu d'artifice au milieu de mon monde en nuances de gris. « Et toi » demanda-t-elle. « Quel genre d'avocate es-tu? De celles qui défendent des causes nobles ou de celles qui défendent des corporations maléfiques ?» Sa franchise me prit par surprise, mais me fit aussi sourire. « Corporative, donc probablement la deuxième option sur ton échelle morale. »« Aïe, non » dit-elle théâtralement, en portant une main à sa poitrine. « Ma mère m'avait prévenu contre ton genre. » « Mon genre? Femmes élégantes en tailleur hors de prix qui peuvent argumenter jusqu'à te convaincre que le ciel était vert. » Elle me regarda de haut en bas, et je sentis une chaleur monter le long de mon cou qui n'avait rien à voir avec la gêne, bien que je doive admettre que l'ensemble est plutôt intimidant. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont ses yeux s'attardèrent une fraction de seconde de plus sur mon visage, qui me rendit consciente de chaque goutte d'eau glissant sur ma peau. « Intimidant dans le bon sens ?» demandai-je, me surprenant moi-même par le flirt dans ma voix. Paige sourit, et ce fut comme si le soleil sortait au milieu de l'orage. Définitivement dans le bon sens. Nous restâmes là, sous l'auvent, tandis que la pluie continuait de tomber autour de nous. J'aurais dû entrer. Ma collègue attendait probablement. J'avais des emails à répondre, des documents à examiner, une vie parfaitement organisée à reprendre. Mais pour la première fois en année, je n'avais pas envie de bouger. « Hé !» dit soudain Paige, en sortant son téléphone. « Je sais que ça va paraître bizarre, mais puis-je te prendre en photo? » « Quoi? » Je ris, confuse. « C'est que... Regarde derrière toi. » Je me retournai et vis ce qui avait capté son attention. La lumière du couchant filtrait à travers les nuages d'orage, créant un arc-en-ciel parfait qui se reflétait dans l'immense flaque devant Powell's. C'était extraordinairement beau, presque irréel. « Je suis une chasseuse d'arc-en-ciel urbain, » expliqua Paige, embarrassée. « Je photographie les reflets de lumière dans les flaques. Je sais, c'est bizarre, mais c'est ma chose. Et toi là, avec la lumière qui tombe sur toi et l'arc-en-ciel derrière, ce serait une photo parfaite. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû me dire au revoir poliment et entrer à ma réunion. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, dans son enthousiasme sincère, qui me fit hocher la tête. Paige prit plusieurs photos, se déplaçant agilement pour capturer différents angles. Je me sentis étrangement exposée sous son regard, comme si elle pouvait voir au-delà de ma façade professionnelle, au-delà de l'armure des tailleurs chers et des réponses préparées. « Parfait », murmura-t-elle en revoyant les photos sur son téléphone. « Regarde ça. » Elle s'approcha, si près que je pus sentir son shampoing à l'odeur de coco mélangée à l'odeur de pluie. Elle me montra l'écran, et ce que je vis me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement une photo d'une femme sous la pluie, c'était quelque chose de plus. Elle avait capturé un moment de vulnérabilité, de beauté imparfaite, que je n'avais jamais vu en moi-même. « Tu es très douée ?» admis-je à voix basse. « J'ai un bon œil », répondit-elle, sans détourner son regard du mien. « Pour les belles choses. » Mon téléphone vibra avec insistance dans mon sac, brisant le charme. C'était ma collègue, qui demandait où j'étais. La réalité me frappa de nouveau. « Je dois y aller », dis-je, bien que chaque partie de moi veuille rester. « Bien sûr, oui, évidemment. » Paige recula d'un pas en fourrant les mains dans ses poches. C'était amusant. Te heurter, je veux dire. « Oui » acquiesçai-je en souriant. « Amusant. » Je commençai à marcher vers l'entrée de la librairie, mais quelque chose me retint. Je me retournai. Paige était toujours là, me regardant avec une expression que je ne pus déchiffrer. « Paige? Oui. Pourrais-tu m'envoyer cette photo? Celle avec l'arc-en-ciel ?» Son sourire illumina tout son visage. « Donne-moi ton numéro. » Nous échangeâmes nos numéros avec la maladresse de 2 étrangères qui venèrent de se heurter sous la pluie. Quand j'entrai enfin dans Powell's, je pouvais encore sentir la chaleur de son sourire, l'écho de son rire, la façon dont elle avait prononcé mon nom. Je ne savais pas alors que cette rencontre fortuite sous la pluie changerait absolument tout. Je ne savais pas que Paige Winters deviendrait la personne la plus importante de ma vie. Je ne savais pas que l'amour pouvait arriver ainsi, soudainement, sans prévenir, détruisant tes défenses comme un parapluie dans une tempête. Cette nuit-là, après ma réunion, je trouvai un message d'un numéro inconnu. C'était la photo. Et en dessous, un message « Pour l'avocate d'affaires qui a osé sourire sous la pluie. J'espère que ta journée s'est améliorée. Paige, la destructrice de parapluies. » Je me surpris à sourire en enregistrant son numéro.
Et pour la première fois en année, je m'endormis en pensant à quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail. Je vous raconte cela parce que vous devez comprendre comment tout a commencé, avant que les choses ne se compliquent, avant que l'amour et la loyauté ne soient mis à l'épreuve de manière que je n'avais jamais imaginée, avant que je n'aie à choisir entre ma carrière et mon cœur. Si cette histoire vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cela. J'aimerais savoir que ces mots voyagent au-delà des rues pluvieuses de Portland. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, donnez-moi une note de 0 à 10 dans les commentaires et dites-moi ce qui vous a le plus plu. Votre avis est vraiment important. Mais revenons à cette nuit-là. À cette nuit où tout commença avec un parapluie cassé et un sourire sous la pluie. Les jours suivants furent étranges. Je ne pouvais cesser de penser à elle. Au milieu de réunions importantes, mon esprit vagabondait vers ses yeux verts et ce rire contagieux. Je consultais mon téléphone constamment, espérant un autre message qui ne venait jamais. Je me sentais ridicule, comme une adolescente avec son premier béguin, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Ce fut le samedi suivant que mon téléphone vibra enfin avec son nom à l'écran. « Salut, avocate d'affaires. Il y a un marché fermier au Park Blocks demain. Ils ont le meilleur café de Portland et des croissants qui sont littéralement de l'art comestible. Voudrais-tu m'accompagner? Je promets de ne détruire aucun parapluie cette fois. » Mon premier instinct fut de décliner. J'avais du travail à faire, des documents à examiner, un dossier compliqué qui requérait mon attention. Mais mes doigts tapèrent. Oui, avec plaisir, avant que mon cerveau ne puisse objecter. Le dimanche matin s'annonça étonnamment ensoleillé, comme si Portland voulait s'excuser pour l'orage de la semaine précédente. Je changeai de tenue 3 fois avant de me décider pour un jean foncé et un chemisier blanc simple. Rien de trop formel, mais pas trop décontracté non plus. Je ne voulais pas avoir l'air d'avoir trop essayé, même si c'était clairement le cas. Paige m'attendait près de la fontaine, vêtue d'une salopette en jean sur un t-shirt jaune. Elle portait un appareil photo autour du cou et ce sourire que je commençais déjà à reconnaître comme capable de désarmer toutes mes défenses. « Tu es venue ?» dit-elle, comme si elle avait vraiment douté que j'apparaisse. « Tu as promis des croissants qui sont de l'art comestible. Je ne pouvais pas rater ça. » Nous déambulâmes entre les étals du marché et ce fut comme entrer dans un monde complètement différent du mien. Paige connaissait tous les vendeurs par leur nom. Elle s'arrêtait pour admirer les couleurs des tomates heirloom, s'enthousiasmait pour les bouquets de fleurs sauvages, goûtait des échantillons de miel comme si c'était une expérience religieuse. Son enthousiasme était contagieux, et je me surpris à sourire plus que je ne l'avais fait en moi. « Parle-moi de ton travail, » dit-elle tandis que nous nous asseyions sur un banc avec nos cafés et les croissants promis. « Que fait exactement une avocate d'affaires? » En gros, j'aide les grandes entreprises à éviter des erreurs légales très coûteuses. Contrats, fusions, acquisitions, litiges occasionnels. Ça a l'air compliqué. Ça l'est, mais j'aime ça. J'aime le défi, la stratégie, trouver des solutions à des problèmes complexes. Je m'arrêtais, réalisant à quel point je semblais sur la défensive. Je sais que ce n'est pas sauver le monde ou quoi que ce soit. « Hé, je ne te juge pas, » dit Paige en touchant doucement ma main. Le contact envoya une décharge électrique le long de mon bras. Chacun à sa place. Le monde a besoin d'avocates d'affaires autant que d'artistes désorganisés qui peignent des flaques. Je ris, et elle sourit, clairement satisfaite de m'avoir arraché ce rire. « Et toi? Comment es-tu devenue une artiste aquarelliste chasseuse d'arcs-en-ciel? » Ses yeux s'illuminèrent. J'ai toujours aimé peindre, depuis l'enfance. Mes parents voulaient que j'étudie quelque chose de pratique, alors j'ai commencé l'ingénierie. J'ai tenu exactement un semestre avant de réaliser que je mourrais à l'intérieur. Alors je l'ai abandonné. Je suis venue à Portland avec 500 $ et une tonne de pinceaux, et je n'ai jamais regardé en arrière. Et tes parents? Ils l'ont finalement accepté. Enfin, ma mère l'a accepté. Mon père me demande encore chaque Noël si j'ai envisagé un vrai travail. Elle fit des guillemets en l'air avec les doigts, mais je pus voir une lueur de douleur dans ses yeux. « Ça doit être difficile, » dis-je doucement. « Parfois. Mais tu sais quoi? Je préfère vivre ma vie de manière authentique, même si cela signifie décevoir certaines personnes, plutôt que vivre la vie que les autres attendent de moi et me décevoir moi-même. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Ils me firent penser à toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie, à toutes les fois où j'avais choisi la sécurité, l'attendu, le convenable. Quand était la dernière fois que j'avais fait quelque chose simplement parce que je le désirais, sans calculer d'abord les conséquences? C'est très courageux, murmurai-je. Ou très stupide, plaisanta-t-elle, mais son regard était intense. Parfois, je ne suis pas sûre de ce que c'est. Nous passâmes le reste de la matinée à explorer le marché. Paige m'apprit à voir le monde à travers ses yeux d'artiste, en pointant comment la lumière tombait sur les légumes, comment les couleurs se complétaient sur les différents étals, comment même les choses ordinaires pouvaient être extraordinairement belles si on savait regarder. « Viens », dit-elle soudain en prenant ma main. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle me fit courir sur plusieurs pâtés de maison jusqu'à arriver dans une ruelle que j'avais passée 1000 fois sans vraiment la voir. Mais là, sur le mur de briques,
Il y avait une fresque impressionnante aux couleurs vives représentant une forêt pluvieuse du nord-ouest Pacifique. Je l'ai peinte l'année dernière, expliqua Paige, avec une touche de timidité que je ne lui avais pas vue avant. C'était ma première grande fresque. C'était magnifique. Elle avait capturé l'essence des forêts de l'Oregon, la façon dont la lumière filtre entre les arbres, la sensation d'humidité et de vie. Mais plus que la technique, il y avait de l'émotion dans chaque coup de pinceau. On pouvait sentir l'amour qu'elle avait mis dans chaque détail. C'est incroyable, Paige. Vraiment incroyable. Elle rougit, et ce fut la chose la plus adorable que j'avais vue. Merci. Ça signifie beaucoup venant de toi. Pourquoi? Je ne suis pas critique d'art. Non, mais tu es... toi. Tu es intelligente et réussie, et tu as ta vie complètement en ordre. Les gens comme toi m'intimident un peu. Je ris, sincèrement surprise. Paige, ma vie est une liste interminable de tâches et d'anxiétés mal gérées. Ne te laisse pas tromper par le tailleur. Alors nous sommes deux désastres bien déguisés, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix, une chaleur, une invitation. Je suppose que oui. Nous restâmes là, dans cette ruelle, regardant la fresque mais plus conscientes l'une de l'autre que de toute autre chose. Je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien, l'odeur de peinture et de café que je commençais à associer à elle. Mon cœur battait plus vite qu'il ne le devrait pour simplement se tenir dans une ruelle. « Simone », dit-elle doucement, et la façon dont elle prononça mon nom me fit frissonner. « Il y a quelque chose que je devrais te dire. »« Quoi ?» Ce jour-là, quand nous nous sommes heurtés sous la pluie, ce n'était pas complètement un accident. Je la regardais, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je t'avais vu avant, à Powell's, la semaine précédente. Tu étais dans la section des mots croisés, complètement concentré sur un livre, en te mordant la lèvre inférieure de cette façon que tu fais quand tu réfléchis. » Elle rougit encore plus. « J'ai pensé que tu étais la femme la plus belle que j'avais vue de ma vie. J'ai voulu te parler, mais je me suis dégonflée. Et puis, quand je t'ai revu ce jour pluvieux, je n'ai simplement pas détourné mon parapluie à temps. » Mon monde s'arrêta. « Tu m'as heurté exprès? » Pas exactement exprès. Plutôt, je n'ai rien fait pour l'éviter. Mon Dieu, ça sonne terrible, dit à voix haute. Elle se couvrit le visage des mains. Tu dois penser que je suis une harceleuse. J'aurais dû m'offusquer. J'aurais dû trouver tout cela étrange ou inapproprié. Mais au lieu de cela, je me sentis flattée. Et autre chose. Quelque chose qui réchauffa ma poitrine et me fit sourire. Je ne pense pas que tu sois une harceleuse, dis-je, en écartant doucement ses mains de son visage. Je pense que tu es adorable. Adorable dans le bon sens ou adorable dans le sens « S'il te plaît, reste à 50 mètres ». Je ris. Définitivement dans le bon sens. Son sourire revint, timide d'abord, puis plus large. « Alors tu ne vas pas me poursuivre pour destruction intentionnelle de parapluie? J'y réfléchirai, plaisantai-je. Tant que tu promets d'être plus directe à l'avenir. Je peux faire ça. Elle fit un pas plus près. En fait, je peux commencer tout de suite. Ah oui? Oui. Simone Delacroix, avocate d'affaires et chasseuse secrète de mots croisés, tu me plais. Beaucoup. Et j'aimerais te revoir. Et pas seulement pour m'excuser des parapluies détruits. Mon cœur faisait des acrobaties dans ma poitrine. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas fait me sentir ainsi. Légère, excitée, vivante. Toi aussi, tu me plais. Paige Winters, artiste aquarelliste et destructrice accidentelle à dessin de parapluies. Nous nous sourîmes comme deux idiotes. Et en cet instant, dans cette ruelle de Portland, avec sa fresque de forêt pluvieuse, quelque chose changea entre nous. Une porte s'ouvrit. Une possibilité se matérialisa. « Voudrais-tu marcher dans Forest Park ?» demanda-t-elle. « Je connais un sentier incroyable. Et je promets de ne rien tenter de bizarre, bien qu'il y ait des flaques très photogéniques par là. » Avec plaisir. Nous passâmes le reste de la journée dans Forest Park, marchant sur des sentiers couverts de fougères, parlant de tout et de rien. Paige me raconta ses rêves d'avoir un jour sa propre galerie, les fresques qu'elle voulait peindre dans toute la ville, comment elle voyait des couleurs, même les yeux fermés. Je lui parlais de mon obsession pour les mots croisés du New York Times, de comment ma mère n'avait jamais compris pourquoi j'avais choisi le droit plutôt que la médecine comme ma sœur, des nuits où je restais éveillée à me demander si j'avais choisi la bonne vie. Il était facile de lui parler, plus facile qu'avec quiconque en année. Elle ne me jugeait pas, ne m'interrompait pas, écoutait simplement avec toute son attention, comme si chaque mot que je disais était important. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en oranges et roses, nous nous arrêtâmes dans une clairière avec vue sur la ville. Portland s'étendait en bas, les lumières commençant à s'allumer comme des étoiles terrestres. « Merci pour aujourd'hui, » dis-je. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Merci à toi de donner une chance à une artiste bizarre qui t'a heurté avec un parapluie. Techniquement, c'était le meilleur accident de ma vie. Paige se tourna vers moi et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de plus profond que l'amusement et la joie que j'avais vus pendant la journée. « Simone, puis-je t'embrasser »
La question me prit par surprise, bien qu'une partie de moi l'ait attendue toute la journée. Mon cœur s'emballa, ma bouche s'assécha, et toutes les raisons logiques pour lesquelles je ne devrais pas faire cela s'entassèrent dans ma tête. Nous venions juste de nous rencontrer. Nous savions à peine quoi que ce soit l'une de l'autre. J'avais une vie compliquée, un travail exigeant, un ex problématique. Cela pouvait se compliquer. Cela pouvait faire mal. Mais quand je regardais ses yeux verts, pleins d'espoir et de vulnérabilité, toutes ces raisons s'évaporèrent. « Oui, » murmurai-je. « S'il te plaît. » Paige s'approcha lentement, me laissant le temps de changer d'avis. Mais je ne le fis pas. Quand ses lèvres touchèrent enfin les miennes, ce fut doux d'abord, presque timide. Cela avait le goût du café et de quelque chose de sucré, et c'était parfait. Je me penchai vers elle, approfondissant le baiser, et sentis ses mains monter pour s'emmêler dans mes cheveux. Le monde disparut. Il n'y avait pas de travail, pas de soucis, pas de passé ni de futur. Seulement ce moment, ce baiser, cette connexion qui me faisait me sentir plus vivante que je ne l'avais été en années. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes deux essoufflées. « Wow !» murmura Paige. « Oui !» acquiesçai-je. « Wow !» Nous marchâmes de retour à la ville main dans la main, dans un silence confortable rempli de sourires secrets et de regards volés. Quand arriva le moment de nous dire au revoir, aucune de nous ne voulait partir. « Je te vois bientôt ?» demanda Paige, avec une espoir dans la voix qui me fit fondre. « Définitivement. » Elle m'embrassa une fois de plus, vite mais doux, et puis s'éloigna en marchant à reculons, souriant tout le temps. Je la regardais partir, me sentant comme si je flottais. Cette nuit-là, en me préparant à dormir, mon téléphone vibra. C'était un message de Paige. « Merci pour la meilleure journée. Fais de beaux rêves, avocate d'affaires. » Je répondis « Merci à toi. Fais de beaux rêves, destructrice de parapluies. » Je m'endormis en souriant, sans savoir que les choses étaient sur le point de se compliquer de manière que je n'avais jamais imaginée. Sans savoir que dans quelques semaines, mon ex réapparaîtrait dans ma vie. Sans savoir que le travail que j'aimais tant me mettrait dans une position impossible. Sans savoir que l'amour qui commençait à fleurir serait mis à l'épreuve des manières les plus difficiles. Mais cette nuit-là, en cet instant, ce n'était que du bonheur pur. Et cela suffisait. Les semaines suivantes furent comme vivre dans une bulle. Paige et moi nous voyions chaque fois que nous le pouvions, ce qui n'était pas aussi souvent que nous l'aurions voulu. Je restais esclave de mon agenda corporatif, et elle avait des commandes de fresques qui la gardaient occupée jusqu'à tard dans la nuit. Mais nous trouvions des moments, des petits déjeuners rapides avant que je doive courir au bureau, des nuits dans son atelier pendant qu'elle peignait et que j'examinais des documents, des week-ends à explorer chaque recoin de Portland. Ce fut lors d'une de ces après-midi dans son atelier que je connus vraiment les personnes qui formaient son monde. L'atelier était exactement comme je l'avais imaginé. Un espace immense dans un bâtiment industriel reconverti, avec des plafonds hauts, des fenêtres gigantesques laissant entrer une lumière naturelle parfaite et un chaos organisé de peintures, pinceaux, toiles et projets à divers stades d'achèvement. « Simone, je veux que tu rencontres ma famille choisie, » dit Paige, en me guidant vers un groupe de personnes travaillant dans leurs zones respectives. D'abord, il y avait Marcus, un sculpteur d'une 50aine d'années avec des dreadlocks grises et des mains énormes, qui créait les figures métalliques les plus délicates que j'avais vues. Il me serra la main avec une force surprenante et un sourire chaleureux. « Alors tu es la fameuse avocate qui fait marcher notre Paige sur un nuage ?» dit-il avec un rire profond. « Bienvenue dans notre petit chaos. » Puis il y avait Yuki, une photographe nippo-américaine de 27 ans aux cheveux courts platine et un style qu'on pourrait décrire comme punk élégant. Elle m'évalua d'un regard qui me fit sentir comme si elle pouvait voir directement à travers ma façade professionnelle. « Intéressant », fut tout ce qu'elle dit, mais il y avait une approbation tacite dans son ton qui me fit me sentir étrangement validée. Il y avait aussi Roberto, un muraliste mexicain de 40 ans avec les histoires les plus fascinantes sur l'art de rue à Mexico, et les jumelles Sarah et Sophie, qui faisaient des installations d'art conceptuel que je prétendais comprendre mais qui franchement me déconcertaient. « Ce sont ma vraie famille », m'expliqua Paige plus tard, en préparant du café dans la petite cuisine de l'atelier. Quand je suis arrivée à Portland sans rien, Marcus m'a donné mon premier espace de travail gratuitement pendant 6 mois. Yuki m'a tout appris sur la photographie numérique. Roberto m'a obtenu ma première commande importante. Ils sont tout pour moi. Il y avait un amour sincère dans sa voix et une loyauté farouche qui me toucha. Cela me fit aussi prendre conscience de ma propre vie, si vide de connexions profondes en dehors du travail. J'avais des collègues, oui, des connaissances de l'université avec qui je déjeunais occasionnellement, mais une famille choisie, des personnes qui laisseraient tout pour moi, je n'étais pas sûre de pouvoir en nommer une seule. Cette nuit-là, pendant que tous mangèrent de la pizza et partagèrent des histoires, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Email de travail, message de mon assistante temporaire, appel manqué de ma mère, le monde réel appelant,
me rappelant que j'avais des responsabilités au-delà de cette bulle de bonheur. « Tout va bien ?» demanda Paige, remarquant ma distraction. « Oui, juste le travail. Toujours le travail. » Marcus me regarda avec ses yeux sages qui semblaient en voir trop. « Fais attention, jeune fille. J'ai vu beaucoup de gens perdre ce qui compte vraiment en poursuivant des choses qui au final ne sont que du papier et des chiffres. » Ces mots me dérangèrent plus que je ne voulais l'admettre. Ce fut 2 jours plus tard que tout commença à se compliquer. J'étais en réunion avec les associés principaux de mon cabinet quand fut annoncé le nouveau client, Ironwood Development, l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier de Portland. Ils voulaient étendre leur portefeuille dans le Pearl District et avaient besoin d'aide juridique pour naviguer les réglementations et les oppositions potentielles. « De la croix », dit l'associé senior. Richard Morrison, un homme de 60 ans au costume qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Ce sera ton projet. C'est gros, prestigieux, et si tu le gères bien, tu regardes vers une association dans un avenir proche. » Mon cœur battit plus vite. Une association. C'était ce pourquoi j'avais travaillé pendant 10 ans. La reconnaissance définitive que j'étais arrivée, que je valais quelque chose. Je ne vous décevrai pas, dis-je, avec la confiance que j'avais perfectionnée en 1000 réunions précédentes. Je passais les jours suivants plongés dans le dossier, examinant les plans, étudiant les codes de zonage, rencontrant les cadres d'Ironwood. Ce fut lors d'une de ces réunions que je vis les plans détaillés pour la première fois, et mon monde s'arrêta. Le bâtiment qu'ils voulaient démolir pour construire un complexe de condominium de luxe était au 342 rue Everett, la même adresse que l'atelier de Paige. Je restais assise là, dans cette salle de conférence avec vue panoramique sur la ville, regardant les plans qui détruiraient l'espace que Paige aimait, l'endroit où elle avait construit sa vie et sa communauté. Et j'étais censée aider à ce que cela arrive. « Mademoiselle Delacroix ?» La voix du client me sortit de mes pensées. « Un problème avec les plans ?»« Non !» mentis-je, forçant un sourire professionnel. « Tout est en ordre. Je commencerai le travail préliminaire immédiatement. » Cette nuit-là, je n'allais pas à l'atelier comme promis. J'envoyai un message à Paige disant que j'avais une urgence de travail, ce qui était techniquement vrai, bien que pas de la manière qu'elle pensait. Je restais dans mon bureau jusqu'à 3 heures du matin, regardant les documents, essayant de trouver une issue légale qui n'existait pas. Le bâtiment remplissait les conditions pour la démolition. Les locataires avaient des contrats mois par mois sans protection réelle. Ironwood avait tout le droit légal de procéder. Mon travail était de m'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle. Mon travail était de détruire l'endroit que Paige aimait. 3 jours passèrent avant que je puisse la revoir. Je l'avais évitée, et elle le savait. Quand elle apparut enfin dans mon bureau un après-midi, avec des taches de peinture jaune sur les mains et de l'inquiétude dans les yeux, je sus que je ne pouvais plus reporter la conversation. « Que se passe-t-il, Simone ?» demanda-t-elle, en fermant la porte derrière elle. « Tu as été distante? Ai-je fait quelque chose de mal? »« Non, » dis-je rapidement. « Non, tu n'as rien fait. C'est juste... le travail. J'ai un dossier compliqué. Si compliqué que tu ne peux pas répondre à mes messages. Si compliqué que tu as disparu sans explication. » Elle avait raison d'être en colère. Je lui devais l'honnêteté. Mais quand j'ouvris la bouche pour lui parler d'Ironwood, des plans de démolition, de mon rôle dans tout cela, les mots se coincèrent dans ma gorge. « Paige, Mon téléphone sonna. C'était Richard Morrison. Je devais répondre. « Excuse-moi un instant, » murmurai-je, et je pris l'appel. Je vis la douleur dans les yeux de Paige pendant que je parlais à mon patron, confirmant des réunions, discutant des stratégies. Quand je raccrochais, elle était déjà à la porte. « Appelle-moi quand tu auras vraiment du temps pour moi, » dit-elle, et elle partit avant que je puisse l'arrêter. Je restai seule dans mon bureau, entourée de documents légaux qui ressemblaient à des chaînes, me demandant comment j'en étais arrivée là. J'avais travaillé si dur pour construire cette carrière, pour être respectée, pour réussir. Et maintenant, ce succès me demandait de trahir la seule personne qui m'avait fait me sentir vraiment vivante en années. Cette nuit-là, ma sœur Claire m'appela. Nous n'avions pas parlé en semaine, ce qui était normal pour nous. Notre relation avait toujours été compliquée. Elle était la fille parfaite. Médecin, mariée, 2 beaux enfants, la vie suburbaine idéale que mes parents avaient toujours rêvé. « Maman dit que tu vois quelqu'un », dit-elle sans préambule. « Une artiste. Bonjour à toi aussi, Claire. C'est sérieux? Ça pourrait l'être, admis-je, si je ne le ruine pas d'abord. Des problèmes au paradis? » Je lui racontais tout. À propos de Paige, du dossier Ironwood, de comment mon succès professionnel était sur le point de détruire quelque chose qu'elle aimait. Claire écouta en silence, ce qui était rare chez elle. « Tu sais ce que tu dois faire, » dit-elle enfin. « Quoi? Tu dois choisir, Simone. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu choisis ta carrière, cette association que tu poursuis depuis une décennie, soit tu choisis cette femme que tu viens de rencontrer. Il n'y a pas de milieu ici. Il doit y en avoir un. Il doit y avoir une façon de... » « de quoi? D'aider à détruire son atelier et espérer qu'elle t'aime encore? De saboter ta propre carrière et vivre avec ce ressentiment? Simone, tu es avocate.
Tu sais que certains dossiers n'ont pas de solution gagnant-gagnant. Je détestais qu'elle ait raison. Qu'est-ce que tu ferais? Demandai-je à voix basse. Claire soupira. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai choisi le chemin sûr. J'ai épousé David parce que c'était approprié. Attendu. J'ai une bonne vie. Mais parfois, je me demande... Elle s'arrêta. Parfois, je me demande comment ce serait d'avoir choisi quelque chose simplement parce que je le désirais, pas parce que c'était correct. C'était la chose la plus honnête que Claire m'ait dite en années. Cela me fit réaliser que peut-être je ne connaissais pas ma sœur aussi bien que je le pensais. Peut-être qu'aucune de nous ne connaissait vraiment l'autre derrière les façades que nous avions construites. Je passais le week-end seule, faisant quelque chose que je n'avais pas fait en années. Rien. Je ne travaillais pas, ne répondis pas aux emails, n'examinais pas de documents. Je restais simplement assise dans mon appartement minimaliste, regardant par la fenêtre la ville pluvieuse, essayant de comprendre ce que je voulais vraiment. Le lundi matin, en arrivant au bureau, il y avait une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, une invitation à une réunion communautaire à l'atelier du 342 Everett. Les locataires avaient appris les plans de démolition et organisaient une résistance. Et le nom au bas de l'invitation, listée comme organisatrice principale, était Paige Winters. Mon téléphone vibra. Un message de Paige. Je suppose que maintenant je comprends pourquoi tu as été distante. J'ai appris pour Ironwood, pour ta participation. Je n'arrive pas à croire que tu ne me l'aies pas dit. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. J'appelai immédiatement son numéro, mais cela alla directement à la messagerie vocale. Paige, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je ne savais pas que c'était ton bâtiment quand j'ai accepté le dossier. Et quand je l'ai su, je ne savais pas comment te le dire. S'il te plaît, rappelle-moi. Mais elle ne le fit pas. Ni ce jour-là, ni le suivant. Marcus m'appela. Sa voix était froide, déçue. Je pensais que tu étais différente, Simone. Je pensais que tu tenais vraiment à Paige. Mais je suppose que l'argent gagne toujours, hein? Ce n'est pas ça, protestai-je. C'est mon travail. C'est... ton choix, interrompit-il. Tout est un choix. Et tu as choisi ta carrière plutôt que les personnes que Paige aime, plutôt que Paige elle-même. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Yuki fut plus directe. Elle m'envoya un message d'une seule ligne. Brise-lui le cœur et tu auras affaire à moi. La réunion communautaire était dans 3 jours. Richard Morrison s'attendait à ce que j'y assiste, que je prenne des notes sur toute objection légale possible, que j'aide Ironwood à préparer ses contre-arguments. C'était mon travail. C'était ce que j'étais censée faire. Mais en regardant l'invitation, en imaginant Paige luttant pour sauver son atelier, sa communauté, son foyer, quelque chose en moi se brisa. Ou peut-être quelque chose s'ouvrit enfin. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Je demandai à voir tous les fichiers liés au bâtiment d'Everett. Pas seulement les documents de démolition, mais tout. Registres historiques, codes de construction, désignation de zonage, chaque morceau de papier existant sur ce bâtiment. Et après 12 heures de recherche exhaustive, je trouvai quelque chose. Une petite clause, enfouie dans des documents d'il y a 30 ans. Le bâtiment avait une désignation provisoire comme patrimoine historique qui n'avait jamais été formellement retirée. Avec la documentation correcte, avec les arguments légaux appropriés, il pourrait être possible de bloquer la démolition. Pas définitivement, mais assez pour gagner du temps, pour trouver d'autres solutions. C'était une très petite possibilité, une fente de lumière dans une pièce sombre, mais c'était quelque chose. Le problème était que utiliser cette information signifierait trahir mon client, signifierait la fin de mon opportunité d'association, signifierait, possiblement, la fin de ma carrière dans ce cabinet. Je restais éveillée toute la nuit, les documents éparpillés autour de ma salle, buvant du café froid et essayant de décider quel genre de personne je voulais être. Celle qui suivait les règles, protégeait sa carrière, faisait ce qui était attendu d'elle, ou celle qui risquait tout pour quelque chose d'incertain, pour quelqu'un que j'avais rencontré il y a à peine 2 mois, pour un amour qui pourrait ne pas survivre à cette tempête de toute façon. Quand le soleil commença à se lever sur Portland, peignant le ciel des mêmes couleurs que Paige aimait capturer, je sus ce que j'avais à faire. J'espérais seulement qu'il n'était pas trop tard. Le matin de la réunion communautaire arriva trop vite. Je me réveillai après à peine 2 heures de sommeil, avec les documents sur la désignation historique encore éparpillés dans ma salle. J'avais pris une décision, mais cela ne signifiait pas que je savais comment l'exécuter. D'abord, je devais parler à Paige. J'avais besoin de lui expliquer, de m'excuser, de lui dire que j'avais un plan. J'appelais son téléphone 3 fois. Toutes allèrent directement à la messagerie. Je lui envoyais des messages, pas de réponse. Finalement, désespérée, j'allais à son atelier. L'endroit était plein d'activités. Marcus accrochait des affiches au mur, Yuki photographiait chaque recoin du bâtiment pour documentation, Roberto peignait une fresque de protestation dans la ruelle extérieure. Tous s'arrêtèrent quand ils me virent entrer. « Tu as du culot de venir ici ?» dit Yuki en baissant son appareil. « J'ai besoin de parler à Paige. »« Elle ne veut pas te parler, » répondit Marcus, en croisant ses bras énormes. « S'il te plaît, juste 5 minutes. »« Elle est sur le toit, »
dit une voix douce derrière moi. C'était Sarah, l'une des jumelles. Mais je te préviens, elle est furieuse et blessée, ce qui est probablement pire. Je montai les escaliers vers le toit, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il exploserait. Je la trouvai assise sur le bord, les jambes pendantes, regardant la ville qui s'éveillait sous le ciel gris. Pais-je. Elle ne se retourna pas. Que fais-tu ici, Simone? Es-tu venue prendre des notes pour ton client? Trouver plus de moyens de détruire cet endroit? Je suis venue m'excuser et aider. Maintenant, elle se tourna, et la douleur dans ses yeux me fit presque reculer. Aider? Comment vas-tu aider? En étant l'arme qu'ils utilisent contre nous? J'ai trouvé quelque chose. Une façon possible d'arrêter la démolition. Elle se leva, marchant vers moi à pas lents, mesurée. Et je suis censée te croire? Tu m'as menti, Simone. Pendant des jours, tu savais que tu travaillais à détruire mon foyer et tu n'as rien dit. Je ne savais pas que c'était ton bâtiment quand j'ai accepté le dossier. Quand je l'ai su, je me suis paralysée. Je sais que ça sonne comme une excuse, mais c'est la vérité. Et pourquoi cela devrait-il m'importer maintenant? Parce que ta conscience s'est enfin réveillée? Parce que je t'aime. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Crus, honnête, terrifiant. Paige se figea, ses yeux verts cherchant les miens. Quoi? Je t'aime, Paige. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je n'ai probablement pas le droit de le dire après tout ça. Mais c'est vrai. Et je ne peux pas faire partie de quelque chose qui te détruit. Alors, abandonne le dossier. Ce n'est pas si simple. Si je me contente d'abandonner, ils assigneront un autre avocat, quelqu'un qui n'a aucune raison de chercher des alternatives. Au moins, si je reste sur le dossier, j'ai accès à l'information, je peux chercher des solutions. Comme quoi? Je lui montrai les documents que j'avais apportés. Je lui expliquai la désignation historique provisoire, comment nous pourrions argumenter pour son renouvellement, le temps que cela pourrait acheter pour chercher d'autres options. C'est une petite chance, admis-je, mais c'est quelque chose. Paige prit les documents, les lisant attentivement. Quand elle leva les yeux, il y avait quelque chose de différent. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une possibilité. Ça marchera? Je ne sais pas, mais je vais me battre de toutes mes forces pour que ça marche. Et ton travail? Ton association? Si je dois choisir entre ma carrière et toi, je te choisis. À chaque fois. Paige resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle prit ma main. Je ne te pardonne pas encore. Pas complètement. Mais, merci. D'essayer. C'était plus que ce que je méritais. La réunion communautaire ce soir-là fut intense. L'atelier était bondé d'artistes, de résidents du quartier, d'activistes communautaires, de journalistes locaux. Ironwood avait envoyé 2 représentants et un avocat externe, pas moi. Richard Morrison avait décidé que ma présence pourrait être problématique étant donné mon apparent conflit d'intérêts personnels. Je m'assis au fond, observant. Paige parla avec une passion qui me coupa le souffle. Elle expliqua ce que l'atelier signifiait pour la communauté, comment il avait été un refuge pour les artistes émergents pendant 20 ans, comment Marcus avait aidé des dizaines de jeunes à trouver leur voie créative. Elle montra des photographies de Yuki, des fresques de Roberto, des installations des jumelles. Chaque œuvre d'art avait une histoire, et chaque histoire comptait. Les représentants d'Ironwood répondirent avec des chiffres froids. Développement économique, revitalisation urbaine, valeurs immobilières augmentées. Ils n'avaient pas tort techniquement, mais cela ressemblait à parler d'un échiquier plutôt que des vies réelles des gens. Ce fut alors qu'elle entra. Victoria Chen, mon ex-fiancée. Je ne l'avais pas vue en 2 ans, depuis que nous avions rompu de manière spectaculaire 3 mois avant notre mariage. Elle était toujours dévastatrice de beauté, avec son tailleur noir impeccable et ses cheveux noirs parfaitement lisses. Et apparemment, elle était maintenant vice-présidente juridique d'Ironwood Development. Nos regards se croisèrent à travers la salle bondée, et son sourire fut comme de la glace. Après la réunion, elle m'intercepta à la sortie. « Simone, quelle surprise désagréable. Victoria, je ne savais pas que tu travaillais pour Ironwood. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, comme il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur toi. Par exemple, je ne savais pas que tu avais un intérêt si personnel dans ce dossier. » Je regardais là où Paige parlait à un groupe de journalistes. Victoria suivit mon regard et son sourire s'élargit. « Ah, l'artiste! Ça a du sens. Tu as toujours eu une faiblesse pour les projets de charité. Ne parle pas d'elle comme ça. Ou quoi, tu me poursuivras? » Elle rit sans humour. « Écoute, Simone, je sais ce que tu penses. Tu crois que tu peux trouver une faille légale, une façon intelligente de sauver ce bâtiment en ruine. Mais laisse-moi t'épargner du temps. Il n'y en a pas. Nous avons vérifié chaque angle. Ce bâtiment tombera et il n'y a rien que toi ou ta nouvelle petite amie puissiez y faire. J'ai trouvé la désignation historique provisoire. » Victoria cligna des yeux, juste une seconde, mais ce fut assez pour confirmer mes soupçons. Ils savaient et espérèrent que personne d'autre ne la trouve. Cette désignation a expiré il y a des années? Pas officiellement. Elle n'a jamais été formellement révoquée, ce qui signifie qu'elle est techniquement encore active.
C'est un technicisme absurde. Les technicismes sont tout en droit. Tu me l'as appris. Victoria fit un pas plus près, et je pus sentir son parfum cher, le même qu'elle portait quand nous étions ensemble. Vas-tu vraiment faire ça, Simone? Vas-tu jeter ta carrière par la fenêtre pour une femme que tu viens de rencontrer? Parce que c'est ce qui arrivera. Richard envisage déjà de te licencier. Et si tu te bats contre nous là-dessus, je t'assure qu'aucun cabinet respectable à Portland ne t'embauchera après. Peut-être que je ne veux pas travailler pour des cabinets qui considèrent les gens comme des obstacles au développement. Wow. Elle t'a vraiment ensorcelée, hein? La Simone que je connaissais n'aurait jamais sacrifié son ambition pour quiconque. Peut-être que cette Simone était perdue, ou peut-être que tu ne l'as jamais vraiment connue. Victoria me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou de la pitié. J'espère que ça en vaut la peine, Simone. J'espère que quand ta carrière sera en ruine et que cet artiste sera parti parce que les choses sont devenues difficiles, j'espère que tu pourras vivre avec tes choix. Elle partit, me laissant tremblante de rage et de peur. Parce qu'elle avait raison sur une chose, cela me coûterait tout. Paige apparut à mes côtés, prenant ma main. Qui était-ce? Mon ex. Et apparemment, notre principale opposante dans tout ça. Ton ex travaille pour Ironwood? C'est un cauchemar. Oui. Je me frottais le visage, épuisée. Paige, je dois que tu comprennes quelque chose. Si je continue avec ça, si je me bats dans cette bataille, je vais perdre mon travail. Probablement ma carrière en droit d'affaires. Victoria s'en assurera. Alors ne le fais pas. Je ne veux pas que tu sacrifies tout pour ça. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est pour toi, pour nous, et pour toutes les fois dans ma vie où j'ai choisi la sécurité plutôt que le juste. Je pris son visage entre mes mains. J'en ai assez d'être cette personne, Paige. J'en ai assez de vivre une vie qui a l'air bien sur le papier, mais qui se sent vide. Nous nous embrassâmes là, au milieu du chaos de la réunion communautaire, avec des journalistes, des activistes et des artistes autour de nous. Et pour la première fois en semaine, je sentis que j'étais au bon endroit. Les jours suivants furent un tourbillon. Je présentai la motion pour renouveler la désignation historique, ce qui provoqua une réunion d'urgence avec Richard Morrison. Comme prévu, il était furieux. « À quoi pensais-tu, Delacroix? C'est notre client. » Je pensais faire mon travail correctement. M'assurer que tous les aspects légaux soient considérés. Ne fais pas l'idiote avec moi. Je sais exactement ce que tu fais. Et je ne vais pas laisser un romance de 2 mois détruire un compte de plusieurs millions. Alors licencie-moi. Le silence dans son bureau fut assourdissant. Qu'as-tu dit? J'ai dit licencie-moi, parce que je ne vais pas retirer cette motion. Et si cela signifie la fin de ma carrière ici, qu'il en soit ainsi. Richard me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu avant. Tu jettes ta vie par la fenêtre? Non, je commence à la vivre. Je fus licenciée cet après-midi-là. Escorte de sécurité incluse, comme si j'étais une criminelle. Mes collègues me regardaient depuis leur bureau avec des mélanges de choc, de pitié et de jugement. 10 ans de travail, terminés en une après-midi. Quand je sortis du bâtiment avec ma boîte de possession, Paige m'attendait. Il pleuvait, parce que bien sûr il pleuvait, et elle tenait un parapluie aux couleurs vives au-dessus de sa tête. « J'ai entendu, » dit-elle doucement. « Je suis désolée. Ne le sois pas. C'était mon choix. Un choix que tu as fait pour moi. Un choix que j'ai fait pour moi. Pour la personne que je veux être. » Paige sourit, et ce fut comme le soleil après l'orage. « Que vas-tu faire maintenant? » Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ris, et cela se sentit libérateur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan sur 5 ans, pas de chemin clair, et c'est terrifiant et excitant en même temps. « Eh bien, » dit Paige en prenant ma main libre, « je connais un atelier d'artistes qui pourrait avoir besoin d'une avocate pro bono. Le salaire est terrible, mais la compagnie est excellente. »« Ah oui? Oui. Et j'ai entendu que l'organisatrice principale est un peu amoureuse de toi. » »« Juste un peu? » ?»« Complètement. Irrémédiablement. Ridiculement amoureuse. » Je l'embrassai sous la pluie, sans me soucier que ma boîte se mouille, sans me soucier que je venais de perdre ma carrière, sans me soucier de rien sauf cet instant, cette femme, cette nouvelle vie terrifiante que je commençais. Mais la bataille n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Victoria et Ironwood ne se rendraient pas facilement, et il y avait encore des secrets qui n'avaient pas été révélés, des choix difficiles que nous aurions à faire, des moments où notre amour serait testé de manière qu'aucune de nous ne pouvait imaginer encore. Mais pour l'instant, en cet instant, sous la pluie persistante de Portland, nous étions juste 2 femmes qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Et cela devait suffire pour commencer. Les jours après mon licenciement furent étranges. Pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais à être nulle part à 8 heures du matin. Pas de réunions à coordonner, d'emails à répondre, de dossiers à préparer. C'était libérateur et terrifiant à parts égales. Je déménageais temporairement à l'atelier avec Paige. Mon appartement minimaliste, avec ses lignes nettes et ses surfaces vides, ressemblait à un mausolée de la personne que j'étais. L'atelier, en revanche, était chaotique et vivant et plein de possibilités.
J'installai un petit bureau dans un coin, entouré de peintures à moitié terminées et de l'odeur constante d'huile et de café. Marcus m'adopta immédiatement comme son nouveau projet. « Tu as besoin d'apprendre à te détendre », déclara-t-il, m'obligeant à prendre des cours de céramique avec lui chaque matin. Mes premiers essais furent désastreux, mais il y avait quelque chose de thérapeutique à travailler avec mes mains, à créer quelque chose de tangible plutôt que de simplement déplacer du papier. Et Yuki m'apprit la photographie, et je découvris que j'avais un œil décent pour la composition. Roberto m'entraînait à explorer des fresques dans toute la ville, expliquant l'histoire et la signification derrière chacune. Les jumelles me déconcertaient avec leur art conceptuel, mais j'appréciais leur tentative de m'inclure. Et Paige était là à chaque instant, patiente pendant que je naviguais cette nouvelle version de moi-même. Elle m'apprit à voir des couleurs là où je ne voyais avant que des gris. Elle me montrait ses peintures en cours, demandant mon avis, me faisant me sentir partie de son processus créatif. Mais les nuits, quand l'atelier était silencieux et que nous nous couchions ensemble dans son petit loft, la peur me rattrapait. Avais-je fait le bon choix? Que se passerait-il si nous ne parvenions pas à sauver le bâtiment? Que se passerait-il si je perdais tout et qu'il ne reste rien? « Tu penses trop », murmura Paige une nuit en traçant des cercles sur mon dos. « Je peux entendre tes pensées d'ici. Et si j'échoue? Et si je ne peux pas arrêter ça? Alors nous échouerons ensemble. Et nous trouverons un autre moyen. » Elle m'embrassa l'épaule. « Simone, tu as déjà gagné. Pas la bataille juridique, peut-être, mais quelque chose de plus important. Tu t'es retrouvée toi-même. » Je voulais croire en ces mots. Mais l'audience pour le renouvellement de la désignation historique était prévue dans 2 semaines. Et chaque jour qui passait, Victoria trouvait de nouvelles façons de compliquer les choses. Elle engagea des historiens qui témoignaient que le bâtiment n'avait pas de réelle valeur architecturale. Elle fit pression sur des politiciens locaux avec des promesses de développement économique. Elle filtra des histoires à la presse sur des artistes squatteurs illégaux qui résistaient au progrès. Et puis elle s'en prit à moi personnellement. Je reçus une lettre recommandée de mon ancien cabinet. Il me poursuivait pour violation de mon accord de confidentialité et pour conflit d'intérêts. Il n'avait pas de vrai dossier, nous le savions toutes les deux, mais la procédure judiciaire serait coûteuse et épuisante. C'était de la pure intimidation. « Elle veut que tu abandonnes », dit Paige en lisant la plainte par-dessus mon épaule. « Elle veut que tu penses que ça n'en vaut pas la peine. » Peut-être qu'elle a raison. Paige me tourna pour me regarder dans les yeux. « Tu le crois vraiment? » Je ne sais pas. Je suis fatiguée, Paige. Fatiguée de me battre. Fatiguée que chaque jour apporte une nouvelle crise. Alors repose-toi, mais ne te rends pas. Cette nuit-là, j'appelais ma sœur Claire. J'avais besoin de parler à quelqu'un en dehors de ma bulle. Quelqu'un qui me donnerait de la perspective. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, et il y avait une réelle inquiétude dans sa voix. « Honnêtement, je ne sais pas. Il y a 1 mois, j'avais une carrière, un plan, des certitudes. Maintenant, j'ai... rien. Tu as Paige. Et si ce n'est pas assez? Et si j'avais commis la plus grande erreur de ma vie ?» Claire soupira. « Simone, veux-tu savoir la vérité? Je t'envie. Oui, ta vie est un désastre en ce moment. Oui, tu ne sais pas ce qui se passera demain. Mais au moins tu vis. Moi, j'ai ma vie parfaite en banlieue, avec mon mari parfait et mes enfants parfaits, et parfois j'ai l'impression de me noyer dans toute cette perfection. » Claire, non. Laisse-moi finir. Quand maman a appelé pour me dire que tu avais jeté ta carrière pour une artiste, je m'attendais à ce que tu sois dévastée. Mais quand nous avons parlé, tu avais l'air vivante. Pour la première fois en années, tu avais l'air de te soucier vraiment de quelque chose. Ces mots me frappèrent plus fort que prévu. Elle avait raison. Malgré le chaos, malgré la peur, je me sentais plus vivante que jamais. Ce fut 2 jours avant l'audience que tout s'effondra. Marcus fit une crise cardiaque mineure. Ce n'était pas grave. Les médecins dirent qu'il se remettrait complètement. Mais ce fut assez pour nous effrayer tous. Le voir dans ce lit d'hôpital, branché à des moniteurs, me fit réaliser à quel point il m'était devenu cher. Ce n'était pas seulement l'atelier que nous nous battions pour sauver. C'était cette famille étrange et magnifique que j'avais trouvée. Paige était dévastée. Marcus était comme un père pour elle. Nous passâmes 3 jours à l'hôpital, nous relayant pour lui tenir compagnie. Yuki apportait du café, Roberto racontait des histoires pour maintenir le moral. Les jumelles décorèrent sa chambre avec des dessins. Et moi, je compris enfin ce que signifiait vraiment appartenir à quelque chose. La nuit avant l'audience, pendant que Paige dormait recroquevillée sur l'inconfortable chaise d'hôpital, je reçus un message inattendu. C'était de Richard Morrison. « Simone, nous devons parler. C'est à propos du dossier Ironwood. » Nous nous rencontrâmes dans un café neutre le lendemain matin tôt. Richard avait l'air fatigué, plus vieux que dans mon souvenir. « Victoria est hors de contrôle, » dit-il sans préambule. « Elle a rendu cela personnel. Elle a dépensé 3 fois le budget approuvé sur ce dossier, juste pour s'assurer de t'écraser. Et tu viens me prévenir? Je viens t'offrir un accord. J'ai un ami au conseil d'Ironwood qui n'est pas content de la façon dont les choses sont gérées. La mauvaise publicité affecte leur image corporative.
Ils sont prêts à envisager des alternatives. Mon cœur s'emballa. Quel genre d'alternative? Et si au lieu de démolir complètement le bâtiment, ils le rénovaient? Ils gardent l'atelier aux 2 premiers étages, construisent des condominiums au-dessus. C'est un compromis. Pourquoi ce changement de cœur? Parce que Victoria a rendu cela toxique, et parce que... Il s'arrêta me regardant directement. Parce qu'en 10 ans à travailler ensemble, je ne t'avais jamais vu défendre quelque chose avec autant de passion. Cela m'a fait réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose dans ce bâtiment qui valait la peine d'être sauvé. Et Victoria? Elle sera retirée du dossier, immédiatement. Ces tactiques ont été discutables. Le conseil n'est pas content. Je n'arrivais pas à y croire. Après des semaines de combat, de tout perdre, allais-je gagner? Il y a des conditions, continua Richard. Les locataires actuels devraient accepter des contrats de bail formels. Ils devraient respecter les nouveaux codes de sécurité. Et ils devraient permettre la construction au-dessus sans interférence. Combien de temps aurait-il de garantie? 10 ans, renouvelable. C'était plus que ce que j'avais espéré. C'était, en fait, parfait. J'ai besoin de parler à Paige et aux autres. Tu as jusqu'à l'audience demain. S'ils acceptent, nous retirons la motion de démolition. Je courus jusqu'à l'hôpital. Paige était réveillée, assise auprès de Marcus, qui avait l'air bien mieux. « J'ai des nouvelles », dis-je essoufflé. Je leur racontai tout sur la réunion avec Richard, sur la proposition de compromis. Marcus sourit, faible mais sincère. « Ma petite, tu viens de sauver notre maison. Ils doivent encore accepter. Il y a des conditions. » « Les conditions sont raisonnables, » dit Paige, en lisant les termes que j'avais notés. « Plus que raisonnables. Simone, c'est incroyable. Alors on le fait ?» Paige m'embrassa, fort et profond, sans se soucier que nous soyons dans un hôpital. On le fait. L'audience le lendemain fut anticlimactique dans le meilleur sens possible. Les avocats d'Ironwood présentèrent la proposition de compromis. Je parlais au nom des locataires de l'atelier, acceptant les termes. Le juge approuva tout en moins d'1 heure. Devant le tribunal, Victoria m'intercepta une dernière fois. « Tu as gagné », dit-elle, et il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la fatigue. « J'espère que tu es heureuse. » Ce n'était pas une question de gagner, Victoria. Non? Alors de quoi s'agissait-il? De défendre quelque chose qui comptait, de choisir les personnes plutôt que les profits, d'être le genre d'avocate que je veux vraiment être. Victoria me regarda longuement. Sais-tu ce qui est le plus frustrant? Que tu aies peut-être raison, que ce soit moi qui sois perdue. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Prends-en soin, Simone. De cet artiste à toi. Ne laisse pas ça. Elle montra le tribunal. Te changer à nouveau en celle que tu étais. Je ne le ferai pas. Et je ne le fis pas. Les mois suivants furent de reconstruction, littérale et métaphorique. L'atelier fut rénové selon les nouveaux codes. Marcus se remit complètement et revint à son atelier. Yuki documenta tout le processus en photographies impressionnantes. Roberto peignit une nouvelle fresque à l'extérieur célébrant la victoire communautaire. Et moi, je commençai un nouveau chemin. J'ouvris mon propre cabinet juridique, axé sur l'aide aux artistes et aux organisations à but non lucratif. Cela ne payait pas comme mon travail précédent, mais chaque matin, je me réveillais excitée d'aller travailler. Paige m'aida à concevoir mon bureau, le remplissant de couleurs et de lumière. 6 mois après l'audience, alors que nous marchions au marché fermier où nous avions eu notre premier rendez-vous, Paige s'arrêta devant la fontaine. « Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés ici ?» demanda-t-elle. « Techniquement, nous nous sommes rencontrés quand tu as détruit mon parapluie. » Détail. Elle sourit, nerveuse d'une manière que je ne lui avais pas vue avant. « Simone, ces mois avec toi ont été... Je n'ai pas assez de mots. Tu m'as appris que l'amour peut être à la fois aventure et refuge, que 2 personnes très différentes peuvent créer quelque chose de beau ensemble. Paige, elle s'agenouilla et mon cœur s'arrêta. Je n'ai pas de bague élégante. En fait, je n'ai pas de bague du tout parce que j'ai dépensé tout mon argent en peinture ce mois-ci. Elle rit, les larmes aux yeux. Mais j'ai ça. Elle sortit un petit papier plié. C'est un billet pour 2 à Paris. 6 mois, pour que tu étudies le droit international à la Sorbonne et que je puisse peindre à Montmartre comme j'en ai toujours rêvé. Ou quoi? Marcus m'a laissé de l'argent quand il était malade. Il a dit que c'était pour que je poursuive mes rêves. Et mon rêve, c'est toi, Simone. C'est toi et moi explorant le monde ensemble, créant une vie aussi chaotique et colorée que nous. Elle prit ma main. Alors, avocate d'affaires devenue sauveuse d'ateliers d'art, veux-tu m'épouser? J'avais passé toute ma vie à planifier chaque détail, à contrôler chaque variable, à m'assurer que rien ne sorte de sa place. Et maintenant, cette femme merveilleuse et désorganisée m'offrait de sauter dans l'inconnu ensemble. Oui, dis-je en la relevant. 1000 fois, oui. Nous nous embrassâmes sous le soleil de Portland, et ce fut différent de tous les baisers précédents. C'était promesse et espoir, et avenir. C'était la certitude que peu importe les tempêtes qui viendraient, nous les affronterions ensemble. Marcus pleura à notre petit mariage dans l'atelier. Yuki prit les plus belles photos.
Roberto et les jumelles décorèrent l'espace avec tant d'art qu'il ressemblait à une galerie. Ma sœur Claire vint avec sa famille, et pour la première fois, je pus voir des fissures dans sa perfection qui suggéraient qu'elle trouvait peut-être aussi son propre chemin vers l'authenticité. Même ma mère assista, bien qu'elle ait passé la moitié du temps à me demander si j'étais sûre de mes choix. Oui, lui dis-je. J'étais plus sûre de cela que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Paige portait une robe blanche tachée stratégiquement d'aquarelle. Je portais un tailleur gris, parce que certaines choses ne changent pas. Mais Paige avait peint de petites fleurs sur l'ourlet de la veste. Nous étions un beau désastre, exactement comme nous devions l'être. Dans nos vœux, Paige promit de remplir ma vie de couleurs tous les jours. Je promis d'être son refuge dans les tempêtes. Nous promîmes toutes les deux de choisir l'amour. Toujours, même quand ce serait difficile. Surtout quand ce serait difficile. Maintenant, 1 an plus tard, alors que j'écris cela depuis notre petit appartement à Paris, avec Paige qui peint à la fenêtre et la tour Eiffel visible au loin, je pense à tout ce qui s'est passé. À comment un parapluie cassé sous la pluie a tout changé. À comment perdre ma carrière m'a aidé à trouver ma vocation. À comment aimer Paige m'a appris à m'aimer moi-même. Les gens me demandent parfois si je regrette. Si ma vie précédente me manque, ma carrière de haut vol, ma certitude, et honnêtement, parfois la simplicité de savoir exactement ce qui vient après me manque, mais je ne changerai rien. Parce que j'ai appris que les meilleures choses de la vie ne sont pas dans les plans soigneusement organisés. Elles sont dans les heureux accidents, dans les risques terrifiants, dans le choix de l'amour plutôt que de la sécurité. Elles sont dans les matins à se réveiller auprès de quelqu'un qui te voit vraiment, dans les après-midi perdus à explorer de nouvelles villes, dans les nuits à parler, de rêves impossibles, et puis à les poursuivre ensemble. J'ai appris que être courageuse ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie avoir peur et choisir l'amour quand même. Et j'ai appris que parfois, les plus beaux arcs-en-ciel apparaissent après les tempêtes les plus violentes. Paige vient de terminer sa peinture du jour. C'est nous, dansant sous la pluie à Portland, nos parapluies oubliés au sol. Les couleurs sont vibrantes, impossibles de luminosité, comme tout ce qu'elles touchent. « Qu'en penses-tu » demande-t-elle, en me montrant la toile. « Je pense que tu as capturé parfaitement ce moment. » Quel moment? Le moment où ma vraie vie a enfin commencé. Elle m'embrasse, avec un goût de café et de promesses, et je sais de chaque fibre de mon être que je suis exactement là où je dois être. Après tout, les meilleurs accidents sont ceux qui changent ta vie pour toujours. Et le mien est arrivé sous la forme d'une artiste aux cheveux roux, aux yeux verts brillants, et d'un parapluie détruit sous la pluie persistante de Portland. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note de 0 à 10 vous donneriez à cette histoire. J'aimerais aussi savoir quelle partie vous avez le plus aimé. La rencontre sous la pluie? La bataille juridique? La demande en mariage finale? Votre avis signifie vraiment beaucoup pour moi.